Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast I Am, dans lequel les invités vont partager avec vous leurs passions, leur métier, les hauts, les bas qui font d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bonjour Nathalie. Bonjour Jean-Marie. Bienvenue sur le podcast I Am. Merci de m'accueillir, de m'avoir invité. Bah oui, tu as un beau parcours, donc je voulais te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Nathalie, j'ai 54 ans, je suis maman de 3 enfants. Que dire, je travaille de nuit sur un poste d'intervenant social à Genève auprès de mineurs migrants non accompagnés et le reste du temps, je fais beaucoup de sport. Voilà. Très bien, très bien. Tu sais, nous, dans le podcast I Am, on aime bien revenir un peu sur l'enfance. Ouais. Et donc, tu es né où ? Alors, je suis née à Marseille. Voilà, j'y ai passé une 30aine d'années. Mmh. Et ensuite, j'ai bifurqué sur la Normandie. D'accord. Voilà. Je suis redescendue en Haute-Savoie. Voilà. La voyageuse. Et la voyageuse, c'est ça. Et là, pour le moment, on est bien. Là. C'était comment ton enfance à Marseille ? Alors, oh là là, mon enfance, c'est un peu particulier entre, comment ça s'appelle, nous allons dire ma famille classique, ma famille d'accueil, comment ça s'appelle, on a été placé en maison d'enfants aussi, donc voilà, au milieu de tout ça, mais moi je dis une belle enfance parce que c'est ce qui a fait de moi ce que je suis maintenant. Et à l'école, tu étais comment ? Alors, à l'école, ça va, j'étais assez speed. Ouais. Est-ce que ça t'étonne ? Mais je travaillais bien. Ouais. En fait, mais il fallait que je canalise toute mon énergie. Donc, le plus dur, c'était ça. C'était de rester assise. Je travaillais hyper vite et puis bien. Et après, tout ça pour bouger, quoi. Ouais. Et toi, tu étais dans la cour de récréation, tu étais plus une meneuse ou plus une suiveuse ? Non, j'étais plus une meneuse dans la cour de récréation. J'avais, à l'époque, à l'école primaire, j'avais ma bande. Mmh. Au collège aussi, d'ailleurs. Et au lycée, pareil. Et c'est plus... j'étais une meneuse, en fait. Ouais. Et en termes de scolarité, tu as été jusqu'à quel niveau ? Alors, en termes de scolarité, j'ai été jusqu'au bac plus 3, pardon. Et en fait, j'ai fait 3 ans de droit, c'est pour ça que j'ai 3. Mais après, j'ai fait un BTS et ESF, économie sociale et familiale. Et voilà. Et donc, tu disais que tu es resté une 30aine d'années dans le sud, là, sur Marseille. Oui. C'était quoi ton premier job ? Mon premier job, c'était animatrice. Ça, on parlait des petits jobs qu'on a dû tous faire, un petit peu de ménage à droite, à gauche, durant le collège, pour se faire un petit peu d'argent de poche. Mais mon premier job, c'était animatrice. Et c'est ce qui m'a poussée après à devenir éducatrice. Parce que j'ai fait l'école d'éducateur après mon école de droit. Donc, voilà. Et je travaillais déjà dans une maison d'enfants. Ouais. Et du coup... sur les vacances, voilà. Donc ça, c'était un travail que tu faisais à côté de tes études ou Oui. C'était après ton premier emploi, c'était quoi ? Après, mon premier emploi, vraiment, c'était un poste d'éducatrice, tout simplement, EduxP. EduxP, Voilà. EduxP sur Marseille. Oui, bonheur. Ouais. Le bonheur. Ouais, EduxP sur Marseille, je suis resté EduxP pendant 14 ans. Ah oui. En MEX, en PJJ, et puis en foyer de jeunes majeurs. Ouais. Le public que tu rencontrais, t'as pas eu trop de soucis avec les jeunes là-bas ? Ça dépend. En fait, ils étaient super attachants, mais fracassés par la vie, je dirais. Et voilà, en grande demande d'attention, d'aide. Et après, j'ai eu plus de soucis, peut-être avec les jeunes majeurs, où plus le temps avançait, plus les politiques sociales changeaient, la protection changeait. Donc, ils se permettaient plus de choses qu'au début de ma carrière. Donc, c'est en ça, peut-être qu'on a eu plus de soucis, je dirais. Ouais. Il y avait de moins en moins de moyens. Il y avait de moins en moins de moyens. Il fallait qu'à l'époque, je me rappelle, sur le service jeunes majeurs, dès qu'ils étaient majeurs, il fallait les sortir. Il y avait un vide intersidéral entre 18 et 20 ans. Et 21 ans, et on essayait de trouver des solutions, mais après, à 21 ans, toutes les aides, tous les accompagnements s'arrêtaient automatiquement. Donc, voilà, c'était ça qui était après le plus difficile. C'est pour ça que j'ai arrêté, parce que je me disais qu'on faisait pas du travail de réel accompagnement, en fait. Parce qu'à un moment donné, on les lâchait dans la nature, comme ça. Ah ouais. Il y avait ce sentiment-là de ta mission qui n'était pas accomplie totalement. Qui n'était pas accompli, non.
Et là-bas, c'était quoi? C'était plus de la semi-autonomie? C'était de l'accompagnement complet? L'accompagnement complet. C'est pour ça que, en règle générale, c'est des jeunes qui arrivaient de MEX, de maisons d'enfants à caractère social, qui étaient placés pour certains depuis leur plus tendre enfance, et ensuite après ils passaient en service jeune majeur. Quand on a pu le créer, parce qu'au début ça n'existait pas, maintenant il y en a plusieurs, et voilà, en fait, donc du coup après c'est un accompagnement complet, accompagnement à l'autonomie, savoir continuer ses études, gérer son appartement, gérer son budget, etc., etc. Ah ouais, très très complet comme ça. Ah oui, assez complet, quoi. Et surtout, c'est ça, quoi, leur dire comment, à un moment donné, vous êtes totalement autonome. Donc on essayait, je dirais, de les préparer à être autonomes, à se retrouver du jour au lendemain dans un appartement tout seul, à devoir gérer soit ses études, soit c'est son emploi, avec toutes les tentations qu'il y a sur Marseille. Je travaillais sur le cours Julien, donc voilà. Donc 14 ans dans ce domaine, c'est ça? Oui, c'est ça. Et à côté de ça, toi, tu fais du sport à côté de ça? À côté de ça, je fais beaucoup de sport. Alors, j'en faisais un petit peu moins à l'époque, mais là, j'en fais on va dire de plus en plus, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que le sport, il a toujours fait partie de ta vie. Il a toujours fait partie de ma vie. J'ai fait longtemps de l'athlétisme, en régional, départemental, régional, championnat de France, etc. Ensuite, après, j'ai arrêté longtemps parce que j'étais blessée au genou. Et comment ça s'appelle? Et puis ensuite, là, j'ai repris depuis 2 ans et demi. J'ai vraiment repris. Ouais. Quand le sport a toujours fait partie de ta vie, ça part, ça revient, mais ça revient souvent. Ça revient toujours. Et en fait, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé. On va dire, c'est à la fois une thérapie, un passe-temps, une passion. Pour moi, c'est une passion. Je fais de la pole dance, c'est du cerceau aérien. Donc, du coup, c'est une réelle passion. On va y revenir à ces passions. Et donc, qu'est-ce qui t'a motivé pour quitter Marseille? Qu'est-ce qui m'a motivé pour Marseille ou pour quitter Marseille? Pour quitter Marseille. Ah, en fait, je venais de me séparer tout simplement. J'ai pris mon fils sous le bras. J'ai dit, je vais changer d'air. On va voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Ouais. Et en fait, il y avait déjà ma sœur et ma mère en Normandie, donc je suis montée. Tu as choisi la Normandie parce qu'il y avait déjà ta sœur et ta mère? Oui. Alors, c'était soit ça, soit Nice. Nice, ça ne me tentait pas. J'ai dit, bon, allons en Normandie, on verra bien. Oui. Et donc, du coup, je suis arrivée. Ouais. En Normandie, j'ai dirigé un service d'aide à domicile pendant 3 ans. Et ensuite, après, je me suis dirigée vers le soin. J'aimais beaucoup. Et je me suis dit, tiens, on va voir. Donc, j'ai repassé tout bêtement un diplôme d'aide-soignante, un diplôme d'AMP pour pouvoir travailler avec, au départ, des personnes en situation de handicap. Et après, j'ai fait de l'intérim pendant longtemps aussi. Et j'ai créé mon entreprise pendant 5 ans. J'ai une entreprise d'aide à domicile avec des auxiliaires et des aides-soignantes. Comment ça s'est passé d'ailleurs? Comment t'en es venu à créer ton entreprise? En fait, quand je travaillais sur le service, j'étais responsable de secteur. À chaque fois, j'avais plein d'idées. Et le directeur me disait, mais attends, au lieu de me donner toutes tes idées, mais crée quelque chose, en fait. Tout simplement, il me disait, mais t'es toujours plein d'idées, t'es toujours, à vouloir révolutionner tout ça. Il me dit, mais alors tu crées quelque chose et puis ça, tu verras. Et en fait, c'est comme ça que je me suis retrouvée à me dire, oui, effectivement, je vais aller, au lieu d'aller travailler pour quelqu'un, je vais aller travailler pour moi-même. Et c'est déjà pas trop mal. Et puis c'est comme ça que j'ai dit, on y va. Et on y va, on a créé, j'ai créé ça. Et ça a été super bien. Pour la création, t'as pas eu trop de difficultés? Non, juste, alors j'aime ce pays, mais on est en France, au niveau des papiers, il y a toujours quelque chose qui manquait. Mais après, la mairie de Petit-Queville m'a loué un local. Après, j'allais travailler avec des maisons de retraite où on intervenait pour faire des remplacements. On travaillait à domicile, on avait des patients dont on s'occupait de jour et de nuit, 24 heures sur 24. Et voilà, non, j'ai pas eu tant de difficultés que ça quand j'y pense. C'était surtout, il manquait toujours un papier en fait. Ah, l'administratif. Voilà, il manquait toujours, c'est l'administratif en France. Donc voilà. Il y avait beaucoup de demandes? Ah oui, on avait beaucoup de demandes. Le seul problème, c'est que j'étais en train de faire mon agrément et sinon le conseil général, il y a des dossiers qui me donnaient pas parce que j'étais pas agréée. Mais après, les gens ils prenaient en privé, quoi. Ok, donc tu as créé ton entreprise, donc il a fallu que tu fasses du recrutement? Il a fallu que je fasse, du recrutement. Donc j'ai commencé par recruter une personne que j'aime à la folie et puis qui est restée avec moi du début
à la fin. Et ensuite, après, on a fait, avec elle, on a commencé, on faisait du 24-24 quasiment, on n'était que deux. Après, on a commencé à recruter d'autres personnes en intérim qui venaient là, voilà. Et ensuite, voilà quoi. Voilà. Et l'été, alors du mois de mai au mois de septembre, on pouvait tourner jusqu'à 50, je pouvais tourner jusqu'à une trentaine d'intérimaires. Ah oui, quand même. Parce que oui, parce que c'était les vacances, parce qu'on intervenait en maison de retraite, à domicile, donc on faisait beaucoup de remplacements. Okay. Et donc voilà, ça a été 5 ans, 5 super années. J'ai rencontré des super personnes. Et je vais citer Cindy, qui a été avec moi du début à la fin, et qui voilà. Bien, puis voilà quoi. Et puis après, je sais pas si on l'a senti arriver ou si comment ça s'appelle ? Ouais, si on l'a senti arriver aussi, j'étais un peu fatiguée. Il est arrivé le Covid et j'ai fermé juste un petit peu avant. Comment ça se fait que tu as fermé ? Parce que en fait, j'avais beaucoup, je rentrais pas dans mes frais à un moment donné. J'avais beaucoup trop de charges comparé à ce que je pouvais rentrer en bénéfice. Non, j'avais pas de bénéfice. En chiffre d'affaires, pardon, j'avais pas de bénéfice et le peu que j'avais, je réinjectais. J'essayais de payer correctement mes salariés ayant fait du terrain. Tu vois, je savais que voilà quoi. Je pouvais pas les sous-payer, mais ça plaisait pas trop à ceux qui étaient déjà sur le terrain parce que elles étaient un peu mieux payées. Et puis voilà. Et puis en fait, une fois que j'avais payé mes charges et tout ça et tout, moi quasiment des fois j'avais pas de salaire ou très très peu. Donc je vivais sur mes économies et à un moment donné, je me suis dit non, c'est pas possible quoi. Ouais. Donc il y a 6-7 mois où j'étais bien, très très bien. Mais après tu te dis, pas 5 mois où il faut que tu vives sur tes économies, c'est pas normal. En fait, tu dis que tu voulais bien payer tes employés. En fait, c'est des valeurs que tu mets, des valeurs, tout travail mérite salaire et bon salaire. C'est ça. Donc, j'essayais de payer correctement. Au niveau des plannings, d'être hyper arrangeante. Dès que je pouvais, tu vois, qu'on avait un contrat supplémentaire, mettre une prime. En fait, même mon banquier me disait, mais non, mais vous pouvez pas, vous courez à la perte. Voilà, vous courez à votre perte, c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal. Il faut monter vos frais, en sachant que j'avais des personnes en situation de handicap et des personnes âgées, tu vois. En France, la retraite, ils sont pas à 3 000 €. Hein. Donc, je disais, mais je peux pas monter mes frais. Mes tarifs, pour ces personnes-là. Donc, du coup, au bout d'un moment, j'ai dit non, j'arrête, je ferme parce que de toute façon, je vais la perdre. Je me fatigue, je faisais la partie administrative, je remplaçais les filles quand sur le terrain il fallait, ou quand il fallait quelqu'un en plus, donc voilà. Donc là, ta vie, c'était ton travail en fait, quasiment. Ma vie, c'était mon travail, tu vois, ma fille, ma dernière, Kaina, que tu connais, qui a 15 ans maintenant, mon entreprise, elle s'appelait Eden, et ma fille, quand tu lui disais, mais comment tu t'appelles ? Parce qu'elle venait avec moi, je m'appelle Eden. Je dis, non, tu t'appelles, elle répondait au téléphone, Eden Entreprise, bonjour. Sinon, je t'appelle pas Eden. Donc, du coup, je disais, t'appelles Kaina. Et puis, voilà, je voyais pas assez mes gamins, ils étaient, tu vois, même Gabriel, il était jeune, il était assez responsable aussi de ses sœurs, pardon. Ouais, là, tu as mis beaucoup de passion, t'avais une vision pour ton entreprise et c'était assez énergivore. Ouais, et ça allait pas. En fait, j'avais une vision, j'étais utopique. Et j'ai été, je le dis maintenant, utopique. Et ça va pas, en fait, le social, il aide pas vraiment les personnes, tu vois. Alors, en fait, tu te dis que c'est une entreprise, moi, je voulais faire vraiment du vrai social, du réel accompagnement. Mais financièrement, c'était pas possible. Ou alors, il aurait fallu que, tu vois, j'ai 400 000 € de côté et que tranquille, on avance. Ouais, donc là, tu as buté, on va dire, sur le mur de la réalité, là. Voilà. Ah oui, on a tenu à bout de bras, on a tenu à plusieurs. Oui. Et puis, à un moment donné, voilà, quoi. Voilà, en gros. En sachant qu'en plus, à un moment donné aussi, j'avais eu des soucis avec une salariée, en CDD, je crois, et qui voulait être payée plus que les autres, mais voilà. Être payé les trajets de chez elle à l'entreprise, etc., et ça, c'est pas possible. Et par rapport aux conventions dans l'aide à domicile et tout, et puis en fait, elle m'a envoyé l'inspection du travail, quoi. Alors ça, plus ça, j'ai dit stop, on arrête. Hein. Ah ouais, j'allais embrayer justement sur cette question, sur le fait de savoir comment ça se passait, la collaboration avec tes employés.
Eh ben, la collaboration avec tous mes salariés, mes employés, ça allait. C'était super. On formait une belle équipe, des nanas hyper motivées qui croyaient en mon projet. Il y avait Cindy, Anne-Marie, j'avais Shirley, j'avais la sœur de Shirley. Il y a même ma sœur qui est venue nous filer un coup de main à un moment donné. On bossait avec 2 infirmières libérales. Et puis voilà. Voilà. Et sauf une. Après, il suffit qu'il y en ait une et où tu te dis, en fait, je galère. Et puis, comment ça s'appelle? Je galère déjà financièrement. Je traîne mon entreprise à bout de bras. J'arrive pas à me sortir un salaire correct pour vivre décemment. Les rêves et vivre décent, ça allait pas ensemble. Et après, il t'arrive en plus cette petite chose-là. Et donc, j'ai dit, ben non, c'est pas possible. Voilà. Et en plus, comme tu disais, après, il y a eu le Covid qui est arrivé. Après, il y a eu le Covid qui est arrivé. Comment tu as vécu le Covid professionnellement et personnellement? Alors, personnellement, on va dire, comme tout le monde, hein, c'est bizarre. On se posait la question de qu'est-ce que c'était. Ensuite, professionnellement, moi, entre-temps, quand j'ai fermé mon entreprise, je suis descendue juste un petit peu avant le Covid, je suis descendue en Haute-Savoie. Ouais. Et du coup, j'ai travaillé, j'ai retravaillé dans le médical en tant qu'aide-soignante en France et en Suisse. Et pendant le Covid, on a été réquisitionné par la France, mais aussi réquisitionné par la Suisse, par nos employeurs suisses. Donc du coup, on l'a vécu. Moi, pareil, je me disais, mais c'est hallucinant. On est au XXIe siècle, en France et en Suisse, donc en Europe, on va dire ça comme ça, et on traite les gens comme des chiens. Parce qu'au début, il y a eu des choses comme personne ne savait, on brûlait des malades, des malades morts, quoi. Les familles n'avaient pas le temps de les voir pour se recueillir sur les corps, parce qu'on avait peur d'être contaminés. En fait, après, ils se sont rendus compte que ça servait à rien du tout parce qu'on était contaminés déjà. Et voilà. Et donc là, quand tu descends, quand tu vas sur Annemasse pour bosser entre la France et la Suisse, donc là l'épisode de ton entreprise à Rouen, il est clos. Il est clos, on a fini, on a fermé, on a fait une liquidation, tout est fait et pareil, je finis, je dis bon, mais je vais me changer les idées. Ma sœur était déjà descendue en Haute-Savoie, elle bosse pour le HUG, l'hôpital, le grand hôpital de Genève. Et j'avais déjà mes frères, mon autre sœur en Suisse, et donc j'ai dit, comment ça s'appelle? J'ai dit, ils m'ont dit, non, en fait, c'est eux qui m'ont dit, tu restes pas toute seule en haut, rejoins-nous. Avec le recul, ça t'a appris quoi cette période difficile? Avec le recul, cette période difficile, Covid ou entreprise? Entreprise. Entreprise que je créerai plus jamais d'entreprise en France. En fait, tu peux pas gérer une entreprise vraiment avec le cœur et avec des rêves. Il faut que tu gères une entreprise, mais d'une main de fer. Et en fait, ce que je disais, en fait, il faut être comptable, il faut pas être humain. Il faut oublier l'humanité, en fait. Alors, je sais pas comment ils font tous ceux qui nous disent oui, mais moi je suis humain, j'arrive à faire ci, mais en fait, c'est pas vrai. Tu peux pas gérer une entreprise, et même si c'est une entreprise du social ou du médico-social, sans, comment ça s'appelle, en étant humaine, en fait, tout simplement humaine. Et mon banquier, je me rappelle, c'est ce qu'il me disait, mais vous êtes trop humaine, mais vous allez dans le mur, en fait. Vous pouvez pas dire je fais du social, je fais des petits tarifs pour des personnes qui en ont besoin. Non, c'est pas possible. Donc avec le recul, ça m'a appris que je créerai plus d'entreprises en France. Maintenant, malheureusement, je travaille pour moi. J'aide toujours. Je fais partie d'associations caritatives, des choses comme ça, tu vois. Mais voilà. Avec le recul, déjà, créer une entreprise en France, non. Il y a trop de charges, il y a trop de choses en plus du reste. Hein. Ouais. D'accord. Donc là, tu pars pour rejoindre frères et sœurs du côté d'Annemasse et de la Suisse. Et comment tu trouves ton premier contrat par là-bas? En fait, j'ai fait les agences d'intérim. C'est juste un petit peu avant le Covid. Je fais les agences d'intérim, donc avec mon parcours, j'ai pas de difficulté en fait à trouver.
Donc du coup, je bosse pareil pour le HUG, j'ai fait différents services. Après, j'ai bossé aussi à Lausanne, je cherchais un petit peu. J'ai fait du domicile pour voir ce que ça donnait en Suisse, parce qu'il y a énormément de structures d'aide à domicile, aide-soignante, infirmière, etc. J'ai bossé pour l'IMAD, c'est une grande structure, c'est une structure étatique de comment ça s'appelle, de la ville de Genève. Et donc voilà, j'avais pas de soucis pour le boulot. Bon, après il fallait faire des kilomètres, il fallait tout ça. Et puis voilà. Et puis ça s'est enchaîné. J'ai eu un CDI à un moment donné en tant que gestionnaire de planning et gestionnaire d'équipe aussi. J'avais ma petite équipe. C'était dans le secteur de Lausanne, après Lausanne. Et voilà, après je me disais, bon, c'était bien la moitié bureau, moitié terrain, mais ça m'énervait. Je suis redescendu vraiment dans le soin pur. Et en fait, et il est arrivé le Covid. Là, on nous a dit, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Et puis dans le Covid, on s'est retrouvés à être dans des services où on ne connaissait pas, parce que les gens tombaient comme des mouches. Moi, j'étais en réa, alors que j'avais jamais fait de la réa. Par contre, c'était un service que j'avais jamais fait. C'est des appareils techniques spécifiques, il faut être formé, etc., etc. Et puis on tournait à droite, à gauche, ça débitait, quoi, parce que les soignants tombaient, et puis les patients, il y en avait de plus en plus, et puis voilà. Ah ouais, donc au final, tu as refait des formations ou tu t'es formé sur le tas? Je me suis reformé sur le tard, au final. Eh ouais. Ouais, je me suis reformé sur le tard. J'avais déjà fait ma formation d'aide-soignante d'AMP, donc du coup, c'est un peu en Suisse, entre guillemets, on pensait en Suisse qui m'a sauvé, quoi. Ouais. Qui m'a sauvé. Voilà. Donc après, voilà, pendant le Covid, de toute façon, tout le monde se formait sur le tard. Sur le Covid, on savait pas ce que c'était. Ouais. On était tout le temps emmaillotés dans des trucs là, avec les casaques, les tabliers, les chaussons, patati patata, et voilà. Ouais, c'était une sacrée période. Ça a été une sacrée période. Nous, l'avantage en étant dans le médical, c'est que tu sortais, donc on n'était pas confinés, on avait des passes exprès pour entrer en Suisse, et puis pour la France, on avait des passes, voilà, parce qu'on faisait partie du médical, et donc on n'était pas confinés, mais bon, ce qu'on voyait, voilà quoi, et la gestion des structures, les pouvoirs publics, c'était particulier. Ah ouais. L'obligation sans être complotiste ou pas, c'est pas du tout mon style, et tu le sais, l'obligation de se vacciner, sinon, alors qu'il avait besoin de monde, sinon il te mettait mise à pied, enfin des menaces stupides, quoi. Tu te dis, mais on vient, on se lève, on vient aider, on court, on enchaîne les vacations, on enchaîne les jours, sans savoir quand est-ce qu'on allait être en repos, tu vois. Moi, je crois que le plus longtemps que j'ai bossé pendant le Covid, c'était 8 jours d'affilée, sans avoir du repos. Là, après, j'ai dit, stop, je veux une petite journée de repos. Oui, mais comment on fait? Je dis, je vais pas mourir ici, en fait. Donc, tu vois. Ah ouais, si voilà. si t'avais pas arrêté, t'aurais pu poursuivre 9, 10 jours d'affilée. Ah oui, bon, ça, il y en a qui étaient plus jeunes et qui, voilà, puisque en plus, à l'hôpital de Thonon, par exemple, quand moi j'ai aussi bossé de nuit pendant le Covid, on avait des grosses primes, donc il y en a qui disaient, pendant le Covid, tant pis, je prends les grosses primes et tout ça et tout, enfin, je prends les primes, mais je fais des heures, mais en fait, au bout d'un moment, tu tombes comme un rien du tout, tu vois. Et donc voilà. Cette période, tu bossais tu bossais en France et en Suisse en même temps. Oui. Oui. En fait, la France, parce que je faisais partie de la fonction publique française, et la France, ils nous ont demandé, de revenir, en fait. Et on a dit non, on revient pas. Enfin, moi, j'ai dit, je viens pas, je suis mieux payé en Suisse, je reste en Suisse. Et après, j'ai dit, je fais 30% en France et, comment ça s'appelle? 70% en Suisse. Et 70% en Suisse. J'ai dit, parce qu'il est hors de question que je fasse que la France pour vous faire plaisir. En plus, c'était la période, en tout cas en France, il y avait, tu sais, le soir à 20h, il y avait les applaudissements, là. Il y avait les applaudissements, on nous a applaudi, puis après, en fait, ouais. Ils t'applaudissent pour rien du tout, quoi. Enfin, c'est pas pour rien du tout, c'était sympa, mais on demandait autre chose que des applaudissements, tu vois, une vraie reconnaissance par la suite, etc. C'est bien beau, d'applaudir, c'est sympa, hein. Mais voilà, et puis au bout d'un moment, et ça s'est arrêté, tu vois, les applaudissements, ça n'a pas été jusqu'à... voilà. C'était tous les soirs, on entendait, ça faisait plaisir, ça faisait chaud au cœur, mais vers où ça allait nous mener tout ça? Oui, voilà. Tu vois, et au final, ça nous a mené que les soignants, ils sont traités pareil.
Tu arrives à l'hôpital, les gens, ils sont pas contents. Ce sont les 3 quarts des personnes, ce sont des égoïstes quand même. Tu peux avoir un enfant blessé si tu as un adulte qui est arrivé avant, il veut passer avant. Tu vois, Ouais. le respect du soignant, je sais pas où il est en fait. Et de moins en moins, parce que de toute façon, depuis le Covid, les gens, ils sont de plus en plus égoïstes. Ah ouais. Tu vois, comme si ils sont devenus de plus en plus personnels. Mhm. Et comment dire, ça c'était autant du côté suisse et du côté français, ou plus d'un côté ou que de l'autre? Non, c'était les deux côtés. Hein. Ouais. Les gens. Alors en Suisse, on était moins confinés. Les gens étaient moins confinés. Il pouvait pas y avoir de réunions, de grosses réunions dans des parcs, tu vois, des choses comme ça, parce qu'ils aiment bien faire ça, des bivouacs, j'allais dire, des barbecues, des choses comme ça au bord du lac et tout. Et là, ils pouvaient plus, mais ils pouvaient être dans la rue, ils étaient moins confinés. Mais le comportement des gens, c'était le même, quoi. Ouais. C'était le même. Après, les Suisses, ils l'ont pris d'une meilleure façon que la France, mais voilà. D'ailleurs, c'est quoi les différences entre le système suisse et le système français? Pendant le Covid ou Bah oui, pendant Covid et puis après par la suite. nous, en France, on a quand même un bon système, malgré ce qu'on peut dire, on a un système de soins qui est pas mal, du tout. En Suisse, tu te fais soigner, tu payes, hein, et tu payes très cher. Et pendant le Covid, c'était la même, mais eux, ils étaient beaucoup moins stress qu'en France, D'accord. tu vois. Ils n'étaient pas confinés chez eux à pas sortir avec des heures de sortie, des heures d'entrée. Le seul truc qu'on avait, c'était pour passer la frontière, on devait avoir un pass pour dire qu'on allait travailler en Suisse, tout simplement. Donc, du coup, voilà, la grosse différence, c'est que nous, on ne devait pas sortir, il n'y avait personne dans les rues, tu passais la frontière, ça buvait. Ok, c'était Voilà. Après, différent. tout le reste en masque, etc., Oui. c'était pareil. Et donc, on avance un peu dans le temps, le Covid se termine. Et, voilà. Et durant le Covid, je me dis, si je me sors du Covid, parce que moi, j'ai eu au départ, j'ai eu la chance, quelque part, si je me sors du Covid, je ferai de la pole dance. Parce qu'en fait, j'ai toujours voulu en faire, tu sais, du temps de Starkey Hutch, les filles qui dansaient sur les comptoirs. Et mon père, ouais. voilà. Et voulait faire du cirque, en fait. Mon père, il me disait, ça va pas, on se détend. Non, puis tu vis pas de ça, puis tu vois pas, c'est des, voilà, là. On passera sur le nom, les petits noms d'oiseaux qu'il leur disait, mais ça. Donc voilà. Et puis après, c'est toujours resté, je me disais, mais c'est beau quand même, ces filles, elles sont hyper souples. Elles dansent autour d'une barre, elles font, tu vois, du pont, des accros, l'écart vertical, enfin, horizontal, enfin, voilà. Et en fait, après, c'est resté dans ma tête. Et parce qu'en plus, il n'y avait pas de studio en France, rien du tout, tu vois, à l'époque. Et en fait, après, je me suis dit, si je sors du Covid, je ferai de la pole dance. Et je suis sortie du Covid, sincèrement, dès qu'on a vu que ça allait mieux, je suis allée directement m'inscrire dans un studio. Où effectivement, bon, les studios fermés à peu près à cause du Covid, ils ne pouvaient plus ouvrir comme ils voulaient, parce qu'au début, c'était quand même compliqué aussi, hein. Et du coup, je prenais un cours à droite, un cours à gauche, comme ça en privé. Et voilà. Et ensuite, après, quand ça a commencé à réouvrir, et qu'on a commencé à reprendre le boulot normal, je me suis inscrite et puis voilà. Te voilà lancé dans ton aventure pole dance? Oui. Et c'est en France ou en Suisse? Alors, les deux. D'accord. Les deux, mon compagnon. Donc, j'ai commencé en France, à faire de la pole dance en France. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait des studios aussi qui n'étaient pas trop mal, avec des profs. Tu sais, après, on se connaît tous, il y a une réputation, etc. Enfin, les profs. Et je suis allé voir aussi en Suisse. Mais là, maintenant, je ne suis plus qu'en France, en studio en France. Voilà. Et pareil, comme je suis une compétitrice, je cherchais, je me disais, c'est pas possible qu'un sport, il n'y ait pas de compétition pour les amateurs, les choses comme ça. Et j'ai une connaissance qui rentrait d'une compétition, d'un championnat du monde en Suède, et qui m'a dit, Nat, au championnat du monde de tel et tel pays, il y avait des amateurs, donc tu peux faire toi aussi de la compétition. J'ai dit, ah bon? Ding, ding, ding. Mes oreilles, elles se sont ouvertes. J'ai dit, attends, nous allons voir. Et j'ai commencé ma première compétition, je l'ai faite à Lausanne, en Suisse. C'est une compétition pour les amateurs, faite pour les amateurs. Et spécialement pour voir un peu la scène. Et puis après, c'était parti. J'ai fait les interrégionaux. Après, j'ai fait les championnats de France, championnats d'Europe et championnats du monde cette année. Ah oui, quand même. Voilà. Je suis championne du monde de cerceau artistique, plus de 50 ans en amateur. Waouh, félicitations. Merci. Félicitations. Depuis la semaine dernière, d'ailleurs. D'accord. Depuis vendredi.
Et comment dire, lorsque tu as commencé à t'entraîner au pole dance, en fait, tu as trouvé tes marques directement? Ah non, 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 non. C'était compliqué pour moi. Raconte un peu. Toi qui fais du basket, tu dois savoir c'est comme l'athlétisme, on est assez raide. Ouais. Même s'il y a une ancienne époque, j'avais été un peu souple. Avec mes soucis de genoux, les accroches et tout, c'était un calvaire au départ. Et en fait, au fur et à mesure, mon corps, il a compris qu'il fallait qu'on s'accompagne tous les deux, quoi, en fait. Il rentre un petit peu dans les, comment on va dire, dans les rails. Ouais. Donc, j'allais prendre soin de lui. On a parlé longuement. Je prends soin de toi. Je fais attention, je m'alimente bien. Je fais beaucoup de souplesse. Ouais. Et toi, en échange, tu me donnes la possibilité d'évoluer. Et voilà. Alors, du coup, comparé à d'autres, parce que j'ai plus de ménisque, en fait, dans les deux genoux. J'ai été opéré 3 et 3 fois, pardon. Plus les ménisques, ça fait 4, effectivement. Donc, du coup, tu vois, il a fallu que je réapprenne mes jambes, qui étaient comment dirons-nous? Moi, je faisais de l'athlétisme, mes jambes, c'était... c'était ton moteur, c'était ton avantage, oui. Mon avantage est devenu, mon inconvénient, enfin pire que mon inconvénient. Il a fallu que je remette tout ça au bout du jour, quoi. Que je me réadapte et que je m'adapte tout court, parce qu'il y a beaucoup de filles qui viennent de la gymnastique, qui viennent de la danse classique ou ailleurs, donc elles ont des avantages, elles savent gérer le corps, gainer, tout ça. Donc, et puis, il y a l'âge, quoi qu'on en dise. On commence à être quand même... Il y a des quinquas, il y a des quadras, mais dans les studios, il y a beaucoup de jeunes filles. Tu vois, quoi qu'on en dise, il y a l'âge. Et je me laisse pas mener par le bout du nez, on va dire. Tu vois, maintenant, je suis assez... J'ai bien progressé. Je peux dire que je suis assez forte, entre guillemets. J'aime pas dire ça, mais ouais, j'ai bien progressé. Mm-hmm. Je gère bien ma pratique. Mais au début, c'était... Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et puis des bleus, parce que la barre fait mal. Ouais. Le cerceau fait mal, des brûlures. On croit que c'est ton gars qui t'a frappé à des endroits improbables. Et puis voilà, quoi. Voilà. Mais ça a été les premières fois, d'ailleurs, la première année, j'étais pas assidue, parce que je me disais, mais mon corps, il avait du mal à encaisser, en fait, tu vois. Ou c'était moi. Et après, c'est tout un cheminement. En fait, je pense que dans mon cas, moi, ça a été tout un cheminement. Il a fallu d'abord que je me dise, bon, tu veux faire de la pole, il faut remettre ton corps en forme, et il faut t'accompagner, aller. Je faisais beaucoup de workshops. Des workshops, c'est des petits stages, tu vois, de 2 jours à droite, 2 jours à gauche, et ensuite après c'est venu petit à petit, et puis après j'ai repris comme à l'ancienne époque, à la folie des comment ça s'appelle, tu enchaînais des entraînements, la passion. Ouais. Moi je suis une passionnée. Mm-hmm. Donc à fond, entraînement, et pareil aussi en termes de diététique. Et en termes de diététique, j'ai réappris à manger. Ouais. Alors, j'ai fait un petit peu attention, parce que du coup, tu prends 1 kilo, tu le sens sur la barre, tu te lèves plus. Ouais. Et puis voilà, quoi. Et ouais. Et donc, et comment... Parce qu'au début, tu as ton ami là qui te dit que tu peux faire des compétitions et tout, donc toi après tu enchaînes les entraînements et tout. C'est quoi? C'est une structure bien particulière où tu es? Non, en fait on a 3 fédérations. D'accord. Structure, il y a une avec la fédération de danse. Là je partais la semaine dernière avec la fédération de danse. Il y en a une autre, c'est l'IPSF, c'est international et national, donc. Et ça, j'ai une compétition avec eux en mai. Après, il y a la PSO qui est internationale, mais vraiment États-Unis, enfin Europe, dans le monde entier. Et là, tu t'inscris simplement, tu fais ta compétition, tu ramasses une médaille ou pas. Après, d'accord. Avec la fédération de danse, tu as des sélections championnats de France pour être sélectionné, pour aller sur les championnats d'Europe et les championnats du monde. Et avec l'autre, l'IPSF, si tu es un amateur comme moi, tu peux pas accéder aux championnats du monde. Il n'y a pas de sélection pour les championnats d'Europe, mais tu fais ta compétition en France, tu as ta médaille, tu peux dire je suis championne de France de IPSF. Et après, tu peux accéder à l'international si tu es, quand tu es élite. Et mon but, moi, un jour, c'est d'être élite quand même. Eh oui. Et est-ce que, enfin, tout ça, c'est un peu nouveau pour moi, je pense pour certains auditeurs. Comment ça se passe? C'est un peu comme au patinage artistique où il y a une note artistique et puis une note technique, ou ça se passe comment? Exactement.
note artistique, note technique et note d'exécution. D'accord. Quand tu es en artistique. Et quand tu es en sport, parce que là, sauf que là, je vais à Lausanne, mais ma prochaine compétition début décembre, c'est Pôle Sport, Pôle et Cerceau Sport. Et là, en plus, tu rajoutes le sport où tu dois tenir tes figures, avoir des lignes, etc., etc. Voilà. Tandis qu'en artistique, on t'impose des figures quand c'est en sport, tandis qu'en artistique, tu n'as pas de figure imposée. C'est toi qui crées ta choré, ton thème. Tu peux être déguisé, tu peux avoir des figurants sur scène, tu vois, ton costume, c'est toi qui le fais. Et là, après, pareil, quand je repars en sport, là, j'ai pas le droit, si j'ai mon costume, heureusement, mais j'ai pas le droit à avoir des figurants ni de matériel sur scène, mais il faut que mes figures, elles soient tenues. Et on nous demande aussi un petit peu d'artistique. Donc, du coup, ça, on est noté comme en patinage. Artistique, exécution et... j'ai dit quoi ? Artistique, exécution et sportif. Voilà, en gros comment ça se passe. Et ta première compète, ça s'est passé comment ? Ma première compète, c'était du délire. J'ai glissé, je ne connaissais pas la scène, mais le public, il était à fond derrière moi parce qu'apparemment, je suis une showgirl. Et voilà. Et j'ai dit non, mais c'est pas possible. En fait, tu peux pas. Tu vois, sur le coup, j'étais hyper contente de ce que j'avais fait parce que c'est pas évident de monter sur scène. C'est-à-dire à 50 ans, plus de 50 ans, tu montes sur scène. En fait, tu prépares un truc devant des gens, un public et tout ça. Mais j'ai dit non, c'est pas normal. En plus, c'était les 18 ans de ma fille, le jour de ma compétition. Donc, le public l'a souhaité, tout ça et tout. Enfin, c'était vraiment du délire, l'ambiance de folie. Mais après, quand je regarde maintenant les vidéos, je dis waouh. Ça pique. Et du coup, j'ai dit non. La prochaine, celle d'après, elle sera mieux. Et en fait, faire des compétitions, ça me permet aussi d'avoir un but et d'évoluer. D'accord. Tu vois ? Comme quand tu fais un match ou quand tu es en athlétisme, que tu sais que tu vas avoir un meeting, une compète, etc. Tu t'entraînes pour ça. Après, tu as des sports où il y en a qui s'entraînent juste en loisir. Mais moi, faire de la compétition, ça me permet de me dire, bon, tchac, tu as telle date, tu dois être prêt. Tu dois avoir fait tes figures, ta choré, évoluer, et au fur et à mesure, tu rajoutes des difficultés, au fur et à mesure des compétitions, tu rajoutes des difficultés, tu progresses, donc tu es plus à l'aise. Et voilà, tu as vu ma vidéo en cerceau, il y a 6 mois, c'était pas ça, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Et d'ailleurs, cette vidéo en cerceau, tu fais partie de l'équipe de France. Oui, je fais partie de l'équipe de France. Comment ça se passe, le recrutement en équipe de France ? En fait, justement, tu fais les championnats de France, oui. Et si tu es sélectionné, tu fais les championnats de France avec ton club ou sous ton nom, tout simplement. Et si tu es sélectionné, tu pars pour les Europes et les mondiaux avec l'équipe de France. Donc là, tu fais partie de l'équipe de France. Et tu portes juste le survêtement, puisqu'en fait, après, tout le reste, comparé à d'autres sports, tout est à nos frais. Donc, voilà. Voilà. Dans le sport amateur. Après, dans le sport amateur, dans le sport amateur, c'est un peu la difficulté qu'il peut y avoir dans beaucoup de sports, en fait. C'est ça. Ouais. C'est ça. Dans beaucoup de sports, c'est la difficulté qu'il peut y avoir. Tout est à tes frais. Bon, après, c'est l'honneur de porter le survêt et le drapeau de ton pays, en fait. Tu vois, quand moi, la Marseillaise, elle a retenti. Et quand tu sais qu'on était une trentaine et que sur une trentaine, on a eu 2 Marseillaises et juste une fille qui a été 3e, je crois. Il n'y a pas eu d'autres podiums, mais t'es encore plus fier, quoi, tu vois. Tu sais que tu sais que c'est toi qui fais retentir la Marseillaise, quoi. Ouais. C'est toi qui fais ressentir la Marseillaise. C'est bien, hein, franchement, félicitations. Hein, en plus, tout ça, parce que t'es amateur, donc il y a le travail à côté, il y a tout ça. La famille, il y a la maison. Oui, comme certains, je serais professionnel, je m'entraînerai, je ferai que de ça. Mais du coup, voilà, il y a tous les à côté. C'est pour ça qu'on dit qu'on est quand même des passionnés. Voilà. Et donc toi, tes spécialités, c'est le pole dance, donc la barre, et le cerceau, c'est ça ? Et le cerceau, ouais. Okay. Et est-ce qu'il y a d'autres agrès ?
Alors là, depuis 10 jours, avant de partir, j'ai essayé les anneaux, les sangles aériennes. J'ai adoré. Quoi. Vraiment, vraiment, j'ai adoré. Et j'ai un cours le vendredi parce que c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de profs, etc., etc. Et donc, du coup, je retourne vendredi voir ce que c'est. Après, j'ai fait un petit peu de trapèze. J'ai fait de la flying pole, c'est une barre qui bouge. On teste beaucoup de choses, tu vois. Ouais. Aussi, ouais. On teste beaucoup, beaucoup de choses. Et après, tu vois, tu te dis, bon, le tissu, tu vois. Bon, moi, ça, j'accroche pas avec le tissu, c'est le cas de le dire. Le hammock, où c'est vraiment, c'est comme un hamac. Mais voilà, tu peux faire des figures dedans. Et voilà, quoi. Tu te redécouvres. Je me redécouvre. En fait, je me dis, on dirait comme une ado, tu sais. Plus on avance, je me dis, oh là là, ça, je veux le faire. Oh là là, ça, c'est trop bien. Après, il faut que je me canalise. Je me dis, non, tu peux pas tout faire, en fait. Tu peux pas. Sinon, tu passes ton temps à être en compétition et puis à t'entraîner. Mais en fait, tu vois, ce que je dis, je fais ma rééducation parce que ça me fait du bien aux genoux, ça me fait du bien aux jambes, ça me fait, tu vois. Par exemple, j'ai pris ma tension hier. J'avais 12,8. Donc 8, il est un peu élevé, mais ça fait 10 ans que j'ai pas vu 12 au niveau de ma tension, parce que j'ai été soignée pour la tension, etc., etc. Pendant longtemps, j'ai pris des traitements. Un beau jour, j'ai dit j'arrête les médicaments parce que ça te rend un peu stone au niveau de la tension, du médoc. Et j'ai dit j'arrête, c'est mort. Et quand j'ai repris le sport vraiment à haute dose, je dirais, j'ai vu que ça commençait à descendre 16, 15, 14. Et là, ça fait un an qu'elle est à 14, 15. Et là, hier, j'étais à 12,8. Je me dis, c'est l'effet championne du monde qui fait ça. Et donc, toi, je me dis, bon, voilà. Pour ma retraite, je suis contente parce que, on dit, comme je suis en Suisse, peut-être je la prendrai dans 10 ans. Mais au moins, je partirai à la retraite, j'espère, avec un corps en pleine forme, une tête en pleine forme, une passion, des passions, quoi, en fait. Et pas arriver à la retraite et te dire, mais qu'est-ce que je fais? Je bosse plus, qu'est-ce que je fais? Moi, je vais me dire, qu'est-ce que je fais? Je fais du sport si je peux continuer. Ah oui, ça t'a vraiment servi de thérapie. Ah oui, énormément. Ça m'a accompagné, ça m'a servi de thérapie. Comment ça s'appelle? Je suis vraiment. Et puis tous les jours, je me lève, j'ai plaisir à aller prendre mes cours. Ouais. J'apprends à me reposer aussi parce que c'était pas mon truc. J'allais faire du sport 7 jours sur 7. Mais 1 heure ou 2, j'apprends à me reposer et puis ça me pousse aussi vers d'autres objectifs, tu vois. Donc là, j'ai un autre challenge pour mes 55 ans. D'accord. Et voilà. C'est quoi ce challenge? Alors, c'est faire... c'est très content. J'en parle vraiment, c'est les premiers, vous êtes les premiers à savoir. Et en fait, je veux faire une compétition de body bikini. Body bikini. C'est du body bikini. On appelle ça les body bikini. C'est une compétition de bodybuilding, mais les body bikini, elles n'ont pas les muscles, on n'a pas les muscles trop apparents. Tu vois, il faut que tout le corps soit en harmonie. D'accord. Donc des belles épaules bien développées, mais pas trop musclées, des abdos développés, mais qui sont pas forcément apparents, les six-packs là, des cuisses bien galbées, un fessier bien rond, etc., mais pas être dans le muscle comme les filles qui sont bodybuildées. D'accord, ouais, voilà, les body bikini. Donc du coup, là, il a fallu que Nathalie, là pour le coup, elle réapprenne vraiment à manger, 3 repas de collation. Je suis morte. Je vais à la salle 6 fois par semaine. Je travaille le bas, le haut, je reste en moyenne 2 heures, plus la pole, plus ceci. Et je suis ravie parce que ça fait 1 mois, c'est 5 semaines que j'ai commencé, ça porte ses fruits, quoi. J'ai perdu 6 kilos. Ah oui. Mais en plus, je vois que mes muscles sont vraiment apparents. Tu vois, ma taille s'affine, mes jambes et mes fesses, elles commencent à bien se galber. Ça, c'est le plus... De toute façon, mes jambes, c'est à chaque fois, c'est ce qui me tire... Voilà, ce qui me fait le plus entre guillemets, de soucis. Ça commence à bien se galber. Et puis voilà, quoi, mes trapèzes, ils sortent, mais là, il faut pas qu'on les muscle plus, parce qu'il faut pas, tu vois, que ce soit des trapèzes de bodybuildeuse. Ouais. Mais voilà. Donc voilà mon challenge. Pour mes 55 ans, je l'annoncerai sur mon Facebook, mais pour mes 55 ans, je me dis, tiens, je vais me faire un petit plaisir. Mais qu'est-ce qui te lance dans cette voie-là? Alors, dans cette voie-là, ça fait longtemps que ça me titille. Et j'ai une copine, une cliente au départ que je massais, et qui partait en compétition, et qui en a fait depuis 5-6 ans et tout. Puis un jour, on discute pareil. Elle me dit, ah ouais, mais ça te brancherait pas, hein, après la pole ou
Je dis, ouais, je réfléchirai. Je dis, mais pourquoi après la pole? Elle me dit, oui, mais parce que c'est assez restrictif, etc., etc. Il faut ceci, il faut cela. Je dis, je peux joindre ça à la pole, en fait, à mon sport là maintenant. Ça peut faire que du bien. Et donc on a fait ça. Du coup, je l'ai revue quelques mois après. Mhm. Je dis, ton histoire là, parce qu'elle, en plus, en septembre dernier, attends, on est en octobre, on est en novembre. Septembre là, elle a été championne, elle a été sacrée vice-championne de France. Ah oui. Donc on rigole, on dit que c'est la deuxième plus belle femme de France quand même, parce que voilà, les body bikini, je te laisserai voir sur internet, elles sont quand même pas mal, tu vois. Et du coup, voilà. Elle me dit, j'ai dit, écoute, là ça me tente. Donc elle m'accompagne aussi. Elle a commencé parce que j'avais jamais été en salle enfin, ils appellent ça fitness, mais en faire de la musculation, j'avais jamais été. D'accord. Donc c'est jamais, nouveau. je connaissais pas. Pour moi, c'est un monde, c'est un monde quoi. Ouais. Et du coup, elle m'accompagne au départ, elle me montre, elle m'a fait un programme. Après, j'ai vu un coach pour voir. J'ai dit, je veux faire ça et ça et ça. Il m'a fait un programme. Et là, maintenant, je me débrouille toute seule comme une grande fille. Et après, il faudra comment ça s'appelle? La première compétition, c'est en septembre. D'accord. Là, moins si d'un je vais an. jusqu'à là-bas. Ouais, dans un an. Donc, c'est pour ça que ça me laissait quand même un an bien, tu vois. Oui. Donc, je me dis, si je vais jusqu'à là-bas, au moins... maximum, je monte sur scène. Minimum, je me serais refait un corps de jeune fille. Je vais dire ça comme ça. Non, mais en tout cas, c'est un objectif et c'est bien de vivre avec des objectifs, des défis. C'est bien. Exactement. Alors moi, je suis la reine du défi. Tu vois, j'ai toujours un truc sur le feu, une formation, un truc comme ça. Voilà, une envie de faire. Puis là, je vais me consacrer vraiment aux compétitions dans l'année qui vient. Vraiment, je vais me canaliser et me recentrer vraiment que sur les compétitions. Mes formations, je fais 2 formations, elles vont s'arrêter. Oui. Et puis, voilà. Voilà ma petite vie, monsieur Jean-Marie. C'est bien. C'est bien rempli. Et au milieu de tout ça, il y a des enfants bien remplis. Il y a ma petite dernière qui est à la maison toujours. Et puis, voilà. D'accord. Et ça va, t'arrives à gérer le travail, le sport, la famille? Oui, je travaille. Là, maintenant, je travaille de nuit exprès pour ça. La famille, après, tu vois, Gabriel, il va avoir 30 ans, hein, ça rajeunit pas. Mhm. Carla, 20 ans, et elle est en études à Lyon. Donc, elle vient un week-end sur 2 ou les vacances comme elle veut. Et il reste Kaina, ou un ado. T'as eu une ado, t'as eu 2 filles, tu sais ce que c'est. Hein. Faut garder un œil sur ci, faut garder un œil sur là. Voilà. Mais non, ça va. Enfin, après, je vais pas me plaindre, elle n'est pas méchante. Enfin, tu vois, j'ai pas eu des enfants trop difficiles, en fait. Mhm. Et donc là, c'est un avantage. toi, t'es toujours du côté d'Annemasse? Moi, je suis, oui, à Thonon-les-Bains. Thonon-les-Bains. Un petit peu avant Évian. Ok. Et donc, tu fais le trajet tous les jours pour travailler en Suisse? Oui. Ok. Ça va, c'est pas trop fatigant? Ça va. Alors, le soir, moi, j'ai de la chance. Parce qu'il y a moins de monde. Oui. Donc, je suis à l'inverse de l'entrée ou de la sortie des frontaliers. Oui, tout à fait, ouais, c'est vrai. Avec le travail de nuit. Ouais, voilà. En termes en termes financiers, je pense que ça vaut le coup d'habiter en France. Coup. Ouais. Ouais. Mais par contre, après, tu vois, comme toutes les régions frontalières, que ce soit les propriétaires, la bouffe et tout ça et tout, ils ont l'impression que tout le monde travaille en Suisse. Alors qu'il y a des gens qui travaillent en France avec un salaire, un SMIC classique ou un peu plus. Ils n'ont pas toujours forcément les moyens, tu vois, de vivre décemment. C'est ce que je trouve pas juste. Et en fait, vu qu'il y a beaucoup de frontaliers, tous les prix ils sont hors de prix, quoi. Tout est hors de prix, en fait. Ouais, donc la vie est chère du côté de la frontière. La vie est chère dans des régions frontalières. Alors, je vais pas me plaindre, je veux pas dire oui, non, mais la vie est chère, je me plains. Mais la vie, elle est pas donnée. Et puis, on a quand même aussi beaucoup de charges, tu vois, on paye notre assurance maladie aussi, on paye, tu vois. D'accord. Donc, voilà. Ok, oui, parce que c'est vrai qu'il y a souvent cette image que les gens ont de partir travailler en Suisse, mais faut pas oublier aussi que la vie, elle a un coût là-bas. La vie, elle a un coût, en fait, hein, c'est ça. Et en fait, c'est pas parce que tu bosses forcément en Suisse que tu gagnes bien ta vie, mais tu en sors tout autant. En fait, après, pour être bien, on dit toujours, il faut que tu sois payé 7 000 francs suisses minimum, tu vois, pour te dire, je peux bien profiter de telle et telle chose. Ouais. Mais voilà, après moi, dans mon cas, dans ma situation à moi, tu vois, mes enfants grandissent, donc il m'en reste une, c'est comme si j'avais qu'une gamine, je vivais avec un salaire ici plus petit
à une époque et j'en avais 3 à charge. Donc du coup, là, ça commence à être vraiment bénéfique, tout bénéf, comme on dit pour moi. Ok, comment ça? Donc, ouais. Tu trouves ton rythme de Oui, croisière. c'est ça. Je trouve mon rythme de croisière et puis et voilà quoi. Ce que je disais, je me rendais compte, je calculais ça cette semaine. En fait, au carrelage, l'aide, c'est normal, elle est en études. Gabriel, il est plus là. Kaina, voilà, on va être à 2 à la maison, donc il y a aussi moins de dépenses, moins de, tu vois. Je le vois rien que ne serait-ce que pour les courses, une ado, voilà. D'accord. Et Donc du coup, voilà. donc là, tu bosses en Suisse. Tu as combien de kilomètres quasiment tous les jours? Alors ici, il faut pas compter en kilomètres parce que moi, je suis à 35 kilomètres. Oui. Et le soir, je mets 50 minutes pour faire 35 km, tu vois, c'est sympa. Mais en journée, parce que quand des fois je suis en formation, je pars en journée. Là, tu peux mettre, la dernière fois je suis en formation, j'ai mis 2 heures pour aller dans le centre de Genève. Ok, ouais, ça c'est des choses à prendre en compte aussi. Oui, ici on compte pas moi je compte pas en kilomètres, je compte en temps. T'entends, ouais, d'accord. Je comprends. Voilà. Mais bon, ça va, ce que je disais, je suis en inversé parce que je bosse de nuit, même si ma fille, ça lui plaît pas trop. Et du coup, j'ai pas trop de monde le soir. En fait, je mets 50 minutes et pas 1 heure. Et j'ai pas trop de monde la journée, tu vois, non plus. Enfin, le matin, quand je rentre. Moi, je finis ma nuit à 7 heures. Ouais. Je prends la route. Après, j'ai un petit peu de car et tout, si tu veux, à l'entrée de Thonon. Mais sinon, comme je suis dans l'autre sens, je sors de Genève. Les frontaliers rentrent. Du coup, c'est bien. Ok. C'est nickel, chrome. Et donc, tu disais que ton travail maintenant, c'est avec les jeunes migrants, c'est ça? Oui, mineurs migrants non accompagnés, en fait. Je travaille pour la ville de Genève, l'Hospice Général. Oui. Et en fait, ils ont plusieurs résidences où on a des mineurs migrants. Enfin, moi, il y a des mineurs et des majeurs. Oui. Des mineurs, mais il y a des majeurs aussi. Donc, on fait tout ce périple pour arriver en Suisse ou ailleurs. Et voilà. Eh bah, toujours en train de t'occuper d'autrui, en fait, des gens. Mais toujours, j'aime ça. En fait, j'aurais pu faire du droit, vraiment, être juriste, avocat, oui, voilà. Ou, je sais pas, femme d'affaires, ou je sais pas. Mais ça me plaît pas, en fait. Je suis pas attirée par vraiment la patte du gain. Bon, il faut de l'argent pour vivre, se faire plaisir. Je dis pas ça. Mais j'aime aussi aider, accompagner, tu vois, voir l'évolution, voir, Oui. tu vois, là, hier, j'ai appris ça. Ouais, non, il y a 2 jours. Déjà, il m'a envoyé un message. J'ai un jeune migrant qui fait des études d'ASE en Suisse, donc c'est équivalent à MP aide-soignant. Alors, tu vois, il est arrivé il y a 2 ans. Il vient d'avoir son appartement. Enfin, tu te dis, waouh. Il y en a un autre, il fait des études pour être quasiment infirmier. Oui. Pareil, il est arrivé il y a 2 ans et demi. Et quand tu vois ça, tu te dis, c'est pareil, c'est des natures, c'est des gamins, c'est des forces de la nature, quoi. Tu vois, malgré la difficulté de la langue, l'adaptation à un pays qui n'est pas le tien, avec des codes qui ne sont pas les tiens, ils arrivent quand même il y en a certains qui arrivent à sortir du lot, quoi. Donc, et ça, c'est extraordinaire, c'est ce qui me plaît. Ouais, et toi, tu les as accompagnés en plus. De quoi ? J'ai dit, en plus, toi, tu les as accompagnés dans dans ce chemin de vie. Les deux, en l'occurrence, en plus, donc tu te dis, waouh, quelle fierté, tu vois. C'est bien, c'est tout à ton honneur. Voilà mon job, et j'espère y rester. Okay. Aussi, finir ma carrière comme ça, même si c'est pas de nuit, peut-être 2 jours, mais bon, voilà. Déjà, pour le moment, j'aime mon boulot, je bosse, j'adore mes jeunes aussi, ils sont quand même assez sympas, assez respectueux, et pourtant j'ai une majorité d'Afghans, enfin, tu vois, c'est pareil avec tous leurs codes, ce qui se passe en Afghanistan. Mais voilà. Et puis voilà, quoi, j'espère continuer dans cette branche-là, même si je priorise quand même mes compétitions, et puis voilà. C'est justement, j'allais venir sur ces questions-là pour finir l'épisode du podcast. Je voulais te demander si tu pouvais parler à la jeune Nathalie qui était à Marseille. Qu'est-ce que tu lui dirais ? Alors, si je pouvais parler à la jeune Nathalie, déjà elle était un peu rebelle. Ouais. Et je lui dirais, sois plus rebelle, va jusqu'au bout de tes rêves. Tu veux quelque chose, vas-y, n'écoute pas les personnes qui t'entourent, qui t'éduquent, voilà, parce qu'ils pensent que c'est bien pour toi, mais en fait, fais ce qui est vraiment bien pour toi. Tu rêves de ça, je rêvais de danse, je rêvais, tu vois, de cirque, et puis, non, mais j'y reviens, tu vois, à 50 ans.
Et si je pouvais parler à la jeune de gymnastique, je voulais, tu vois, tous des trucs que je suis en train d'apprendre là maintenant, que j'aurais dû apprendre plus jeune. Et si je pouvais lui parler, je lui dirais, mais vas-y, suis tes rêves, poursuis tes rêves, ne lâche rien, ce que je me dis maintenant, quoi. Parce que je me suis après dit, quand à un moment donné, j'ai décidé qu'on déciderait plus pour moi, j'étais très jeune. Mais voilà. Voilà ce que je lui dirais à la jeune Nathalie. C'est bien. Ce que je dis à mes enfants, oui. Les accompagner. Tu vois, j'en ai une qui fait section foot et puis Carla qui est en études de cinéma. Voilà, je vous accompagne jusqu'à... C'est vos rêves, je vous accompagne. C'est bien. Après, c'est vous qui verrez ce que vous allez faire de ce que vous avez entre les mains. Et dernière question, on en a un peu parlé, mais tes projets et tes rêves pour la suite? Alors, mes projets et mes rêves pour la suite. Écoute, passer en élite, en cerceau, plus en cerceau qu'en pôle. Je vais plus me diriger vers le cerceau. Passer en élite et puis continuer à faire de la compétition. Surtout, à prendre du plaisir dans ce que je fais. Important. Et à voyager. Parce que quand on compétition m'amène à beaucoup voyager et puis moi je bouge aussi beaucoup, tu vois. Oui. Donc à la découverte des gens, à la découverte de plein de choses. Donc voilà, mes projets c'est ça. Je pars aux États-Unis en mars. Et puis voilà quoi, Budapest en fin d'année. Donc voilà, voyager, continuer sur ma lancée. Tu sais, après passer un certain âge, nos projets c'est se faire plaisir dans ce qu'on aime, dans nos boulots. Puis à un moment donné, moins travailler aussi. Exactement. Eh ben, fonce. Hein? J'ai dit fonce. Ouais, fonce, lève-toi et fonce. Merci Nathalie d'avoir raconté merci un peu à toi. Ce chemin de vie là. J'espère que ça va. J'espère que ça va motiver du monde, toutes ces anecdotes, et ça va donner de la motivation, et puis ça va pousser les gens aussi à faire ce qu'ils ont envie de faire en fait. C'est ça, et puis à se dire que moi je me dis toujours, tu vois, il y a des gens, j'ai des copines comme mon âge, même plus jeunes, ouais mais non, à mon âge je vais pas reprendre le sport, etc. Et je me dis toujours, mais je leur dis, mais non, si tu vas reprendre le sport, tu peux continuer, qu'est-ce qui t'en empêche en fait? Ouais mais j'ai mal là, j'ai ça le matin. Oui mais c'est normal, c'est la vie en fait. Ouais. Ce que je dis c'est la vie, parce qu'à un certain âge on approche de la préménopause et puis on a t'as mal là, mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, toi t'as trouvé ton chemin dans le sport, et ça t'a fait du bien aussi mentalement, donc encourage à continuer, j'espère que ça va motiver des auditeurs et des auditrices. Ah oui, je suis fière, contente, et puis fière, parce que je dis contente, mais fière de moi, de ce que j'ai accompli, ce que je vais encore accomplir, tu vois. Là maintenant, je commence tout juste, et encore, je suis même pas sûre, à réaliser que je suis championne du monde quand même dans ma catégorie. Oui, quand même, c'est pas. Oui, c'est et pas, comme c'est je pas une dis, mince affaire. Pas rien, c'est pas rien. C'est pas une mince affaire. Non, mais tu sais, quand tu retombes, t'arrives là et tout, tu dis waouh, c'est moi qui fais ça. Ouais. Mais voilà, on va continuer comme ça. Écoute, je te souhaite le bonheur du monde, la santé, pour réussir dans tout ce que tu vas entreprendre là, parce que t'as un programme, t'as un bon programme, alors j'espère que tu vas y aller. Pour les années à venir, je ne veux pas me laisser compter fleurette, comme qui dirait l'autre. Eh bien, écoute, Nathalie, le podcast IAM, on te remercie. Et on remercie aussi les studios de la radio HDR qui nous permettent d'enregistrer l'épisode. Oui. Ouais, merci à toi. Et puis, comme tu dis, j'espère que ça motivera beaucoup de personnes. Mon petit parcours, voilà, ma petite vie. Très bien. Eh bien, écoute, Nathalie, on te remercie beaucoup, et puis on te souhaite bon vent pour toutes ces prochaines étapes. Pour les prochains épisodes. Exactement. Merci à toi encore, puis à très bientôt. À très bientôt. Merci. Ciao. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast IAM, dans lequel les invités vont partager avec vous leur passion, leur métier, les hauts, les bas qui font d'eux ce qu'ils sont aujourd'hui. Allez, c'est parti.